Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de ce mercredi 3 janvier. Comme pour une bonne partie de la France, la tempête Eleanor a également sévi dans les Yvelines, repassée en vigilance jaune. Et des rafales qui ont causé quelques dégâts et nécessité l'intervention des pompiers. Reportage à suivre. C'est effectif depuis le 1er janvier. 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants contre 3 auparavant. À quelle urgence sanitaire répondent-ils? Élément de réponse avec notre invité, Renaud Nadjahi, président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens Île-de-France. Enfin, c'est une mode après les fêtes, perdre les quelques kilos pris pendant la période. Et à côté du sport, les régimes détox ont également le vent en poupe. Explications et idées de plats légers en chronique dans cette édition. Et puis nous recevons également dans ce journal le nouveau co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts Île-de-France. Il est yvelinois, c'est David Jutier. 4800 foyers yvelinois privés d'électricité au petit matin. La tempête Eleanor a également touché le territoire. Les Yvelines étaient en alerte orange vent violent jusqu'au début de l'après-midi. Et après de nombreux incidents, le plus souvent causés par des chutes d'arbres, plus de 160 interventions de pompiers ont été nécessaires. Reportage de Camille Lambert et Patrick Jacques de Dixmude. Depuis 3 heures ce matin, les sapeurs-pompiers des Yvelines sont à pied d'œuvre. La tempête Eleanor a frappé le département. Plus de 180 agents ont été mobilisés pour sécuriser les zones à risque. On avait un arbre qui menaçait un poste de détente de gaz. Donc il a fallu le couper et le faire tomber afin de sécuriser les abords pour pas qu'ils tombent sur des passants ou sur des véhicules. À Rambouillet, les 12 personnels de la garde sont mobilisés. On a fait appel à quelques personnels de repos afin de grossir les rangs. Au total, plus de 160 interventions, surtout dans le sud et l'ouest du département. C'est ici, au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, que les 4 opérateurs coordonnent les événements. Principalement, c'est du dégagement d'arbres ou de branches d'arbres sur la voie publique. On a aussi des fils électriques tombés sur la voie publique. Et après, on a des objets menaçants de tomber en ville. Ça peut être des éléments de cheminée, des tuiles, des choses comme ça. Les sapeurs-pompiers ont aussi travaillé en partenariat avec d'autres services. Par endroits, la tempête a abîmé les installations électriques. À Manille-les-Hameaux, Enedis et la police municipale sont intervenus rapidement. Vers 6h30, un arbre a chuté sur la voie publique en entraînant avec lui un câble électrique. J'ai été moi déclenché par la brigade de gendarmerie de Manille-les-Hameaux. Voilà, une vingtaine d'habitations à peu près touchées par une coupure d'électricité qui devrait être normalement rétablie dans la journée. À la mi-journée, encore 480 foyers étaient privés d'électricité dans les Yvelines. Un retour complet à la normale est prévu dans la soirée, mais la prudence reste de mise, même si la vigilance orange a été levée par Météo France dans le département. Des vents violents qui ont également perturbé les transports. Le trafic de la ligne U du Transilien est interrompu jusqu'à la fin de service ce soir à cause d'un incident caténaire. Avec moi en plateau, David Jutier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Rambouillet. Vous avez été désigné en décembre co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts Île-de-France avec Léa Balage. Avant de parler de cette nouvelle mission, on parlait il y a un instant de la tempête Eleanor. Ces derniers mois, ces phénomènes météo dévastateurs sont récurrents. Je pense aussi aux ouragans Irma et Maria qui ont sévi aux Antilles françaises. Cela montre quoi finalement? Que l'urgence est à la lutte contre le réchauffement climatique? Bien sûr que ça doit être absolument une priorité de toutes les politiques publiques. On voit que le dérèglement climatique et pas seulement le réchauffement augmente la fréquence en tout cas des phénomènes destructeurs. Et donc évidemment, il est plus temps de prendre conscience, il est temps d'agir. Et aujourd'hui, malheureusement, tous les accords qui ont été passés ne sont pas mis en œuvre avec le niveau d'ambition qu'il devrait. Donc évidemment, nous appelons à ce que les politiques actuellement prennent toute la mesure de ce phénomène qui va aller en s'aggravant encore et qui va toucher surtout les plus démunis. Et c'est ça qui est extrêmement injuste. Et sur ces premiers mois, ouais, justement, de la présidence Emmanuel Macron, vous trouvez que le gouvernement n'en fait pas assez? La nomination de Nicolas Hulot, par exemple, n'est-elle pas un bon signal en termes d'écologie? C'était un bon signal, mais Nicolas Hulot, tout seul, esselé dans un gouvernement qui ne fait pas de l'écologie et de la lutte contre le dérèglement climatique sa priorité, et évidemment, c'est très insuffisant. Alors vous avez été désigné, je l'ai dit, co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts Île-de-France, ça c'était en décembre. Comment vous abordez cette nouvelle mandature finalement ?
On est aujourd'hui, fin 2017, début 2018, à la fin d'un cycle pour les écologistes. Le cycle avait commencé avec la création d'Europe Écologie Les Verts, fin des années 2010, 2009, 2010, qui avait été le début d'un formidable mouvement d'espoir, d'engouement, de renouvellement. Aujourd'hui, cet élan est un petit peu retombé. On a vu qu'on a eu un turnover chez nous extrêmement important, des personnes qui sont venues, qui se sont impliquées, puis qui sont reparties, souvent pour continuer à travailler à l'écologie dans le monde associatif. Et donc, nous, les écologistes qui sommes engagés en politique, parce que je pense profondément qu'on ne changera vraiment notre société et on ne préparera réellement l'avenir que si on investit le champ politique, nous avons une mission, celle de regrouper à nouveau toute la famille écologiste, toute cette nébuleuse dont on parle parfois, de personnes qui sont de bonne volonté, pour venir former un grand mouvement de l'écologie politique. On se donne 1 an. Et à la fin de l'année 2018, nous allons tenir des assises de l'écologie politique et fonder un nouveau mouvement pour repartir sur un cycle qui, on l'espère, sera au moins aussi enthousiasmant que le début du cycle précédent et qui en plus durera et fondera un mouvement de grande ampleur. Est-ce que cette refondation elle peut passer aussi avec un autre Yvelinois? Je pense à Benoît Hamon qui a rejoint, qui a créé même au sein du conseil régional un groupe avec d'autres écologistes, un groupe finalement d'union écologique et sociale. Est-ce que ça peut passer par aussi un travail avec Benoît Hamon? Ça passera par un travail avec l'ensemble des forces de progrès, des forces écologistes, des forces sociales en France aujourd'hui. Évidemment, des mouvements politiques. Vous citiez celui de Benoît Hamon. Vous auriez pu citer celui de Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise. Vous auriez pu citer également des mouvements syndicaux, sociaux, des mouvements environnementalistes. Donc, il faut unir toutes ces forces finalement. Il faut en tout cas, la grande question qu'on va poser à toutes ces personnes-là qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs que nous, c'est quel mouvement de l'écologie politique voulez-vous construire avec nous demain ? Et quelle participation voulez-vous y amener et y apporter pour que le mouvement de l'écologie politique qu'on va construire à la fin de l'année 2018, et tout le processus va s'étaler, le processus de construction sur 2018, puisse permettre à tout le monde de se reconnaître, de se retrouver et de travailler dans le même sens. Une dernière question, je vais vous demander d'aller assez vite. C'est un sujet très épineux, mais c'est celui de la ligne 18. En Ile-de-France, vous êtes fixé comme objectif de lutter contre plusieurs projets dont fait partie cette ligne 18 qui pourrait nuire, selon vos dires, donc au plateau de Saclay, à ce territoire agricole qu'est le plateau de Saclay. On pense à ce tronçon en aérien qui doit passer, de 13 km qui doit passer sur le plateau de Saclay. Comment s'y opposer à ce genre de dossier comme Ce type de dossier, il risque simplement de s'effondrer tout seul devant son manque de pertinence et son coût exorbitant. On a vu que la ligne 18, elle est d'ores et déjà remise en question, tout comme, à mon avis, le grand projet inutile sur Gonesse, sur les terres fertiles de Gonesse, qui s'appelle Europa City, qui est un grand projet de centre commercial et ludique à plusieurs milliards d'euros, risque également de tomber tout seul devant sa propre inanité. Là, la ligne 18, c'est pas une ligne de transport, c'est juste un moyen d'urbaniser à nouveau tout un pan de l'Île-de-France, qui est aujourd'hui une zone agricole, et nous avons besoin d'agriculture de proximité en Île-de-France. Merci David Juthier d'avoir été avec nous, co-secrétaire d'Europe Écologie Les Verts en Île-de-France. Écologie toujours avec ce projet qui pourrait vous intéresser, c'est la dernière ligne droite pour l'usine de biométhanisation de Thoiry. Elle utilisera les matières organiques pour produire du biogaz. L'ouverture du site est prévue en février-mars prochain. Et un partenariat vient d'être noué entre GRDF et la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Les précisions de Mélanie Poquet. Elle est pour l'instant la seule dans les Yvelines. La première usine de biométhanisation est à Thoiry, mais elle pourrait bientôt avoir des petites sœurs. GRDF et la Chambre d'agriculture d'Île-de-France viennent de signer un partenariat. Alors, cette convention va permettre d'accompagner, déjà de structurer une filière avec un différent nombre d'acteurs, d'opérateurs sur le sujet de la méthanisation, depuis les exploitants agricoles à des porteurs de projets, mais aussi développer de nouveaux projets, faire émerger de nouveaux projets. Donc ça va être à la fois de la pédagogie, de l'accompagnement de porteurs de projets, jusqu'à la mise en relation avec les porteurs de projets entre eux. Cette usine produira du gaz vert d'ici la fin du premier trimestre 2018, une énergie possible grâce au fumier animal du zoo, mais aussi les déchets des exploitations agricoles alentours. La production de gaz est récupérée, elle est purifiée par l'équipement qui est juste derrière moi pour être injectée dans le réseau de gaz GRDF.
Et le fumier, lui, du fait du temps de séjour de 21 jours, donc dans ce digesteur à être digéré par les bactéries, et le fumier et les déchets verts et les fruits et légumes invendus, etc., tout ça, ça forme un digestat. C'est comme du compost, c'est très qualitatif et ça fait un engrais écologique pour les cultures agricoles. D'un point de vue technique, ce gaz naturel renouvelable est totalement assimilable au gaz naturel qui est dans les réseaux. Et d'ailleurs, quand on injectera ce gaz renouvelable, il sera associé à une garantie d'origine, un petit marqueur qui fera en sorte d'identifier qu'il s'agit bien d'un gaz renouvelable et non pas d'un gaz fossile. Près de 2000 foyers sur 8 communes seront ainsi alimentés. GRDF souhaite atteindre 30% de gaz vert dans ses réseaux français d'ici 2030. C'est l'une des premières grandes mesures prises par Agnès Buzyn depuis sa nomination comme ministre des Solidarités et de la Santé. 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les enfants depuis le 1er janvier contre 3 jusqu'alors. Bonsoir Renaud Nadjahi. Bonsoir. Vous êtes pharmacien à Rambouillet, vous êtes le président du syndicat des pharmaciens des Yvelines, également président de l'Union régionale des professionnels de santé pharmaciens d'Île-de-France. 11 vaccins obligatoires contre 3 avant, 3 qui étaient réunis dans le DTP, donc pour diphtérie, tétanos et poliomyélite. Qu'est-ce qui s'ajoute finalement à ce DTP, à ces 3 vaccins ? Écoutez, les vaccins obligatoires, c'était la coqueluche, la diphtérie, l'hémophilus, la poliomyélite et le tétanos, en fait. Donc il y en avait en fait 5. Et il y en a 6 autres qui étaient dits recommandés. Mais en fait, recommander, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut une couverture vaccinale pour essayer de diminuer une maladie. C'est quand même une invention extraordinaire, le vaccin, dans la mesure où on peut arrêter des maladies. Et Dieu merci, la variole, par exemple, n'existe plus. C'est le début de la vaccination. Eh bien, ça a été une avancée extraordinaire pour l'humanité et je ne comprends pas la polémique autour de la vaccination. Et je trouve très franchement que Mme Buzyn a eu parfaitement raison de rendre ces vaccins-là dits obligatoires parce qu'au moins, comme ça, il n'y aura plus de discussion. Polémique, vous parlez d'une polémique. 41% des Français estiment que les vaccins ne sont pas sûrs. Ça, c'était d'après une enquête internationale menée à l'automne 2016. Pourtant, vous le dites, c'est primordial. Alors, les anti-vaccins disent qu'une protection maternelle est suffisante, mais le vaccin joue un rôle primordial aussi. Alors, la protection maternelle, évidemment, c'est nécessaire, mais pour le tout petit. C'est-à-dire que c'est la mère qui va donner ses anticorps à l'enfant qui vient de naître. Mais ça ne suffit pas. Le problème de la vaccination, c'est que c'est un acte collectif. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient vaccinées. L'OMS considère de l'ordre de 90 à 80, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, entre 90 et 95% de taux de vaccination, de façon à pouvoir arrêter une maladie. Alors, tous ceux qui défendent une vie des bisounours, entre guillemets, c'est souvent des gens qui n'ont pas connu les grandes maladies, parce que les autres se sont vaccinés, parce que les générations précédentes l'ont fait, et parce qu'aujourd'hui, on est autour plus du nombrilisme et de l'individualisme que de l'action collective. Or, la vaccination protège les plus faibles, protège ceux qui sont immunodéprimés, protège les petits-enfants. La coqueluche, on en a parlé. L'essentiel de la transmission de la maladie au nouveau-né, qui peut être une maladie mortelle pour le nouveau-né, c'est l'entourage proche. C'est la fratrie, c'est les parents, c'est les grands-parents. Et finalement, ça nous protège nous-mêmes, mais aussi l'entourage. Absolument. Et c'est ça, la santé publique, c'est-à-dire comment on peut faire pour pouvoir essayer d'éradiquer. D'ailleurs, on a éradiqué un certain nombre de maladies, mais ça ne veut pas dire qu'il faut plus vacciner, parce que les petites bêtes, elles continuent à se multiplier dès qu'elles trouveront le moindre espace pour se développer. Donc, il est important d'insister sur le fait, c'est le rôle d'ailleurs de tous les professionnels de santé, que d'accompagner la population sur cet esprit collectif de combat contre les maladies. J'invite d'ailleurs vos téléspectateurs à regarder le site vaccination-info-service.fr qui s'affiche actuellement. Voilà, où ils trouveront évidemment toutes les informations nécessaires. C'est des médicaments qui sont particulièrement bien contrôlés et je les invite aussi à lire la Tribune du Monde de juin 2017 qui a été parfaitement fait autour le vaccin. Silence ou rumeur, il faut choisir, et que la gogothérapie et les grandes
discussions qui ne sont pas fondées, je pense que ça n'apporte que du mal pour la population. On précise juste que ces 11 vaccins sont obligatoires et indispensables maintenant pour que les enfants puissent être admis en crèche ou à l'école. Dernière question, on va aller très vite, il nous reste moins d'une minute. Là, je vous parle en tant que pharmacien, je pose la question aux pharmaciens. Les stocks sont suffisamment grands, il n'y aura pas de pénurie de vaccins. On entend souvent la pénurie de vaccins. Est-ce que les stocks sont conséquents? Alors, il y a eu de la pénurie de vaccins, mais sur des valences courtes. Mais les vaccins avec plusieurs valences, c'est-à-dire plusieurs maladies, sont toujours, en tout cas aujourd'hui, parfaitement disponibles. Et donc j'invite vraiment l'ensemble des téléspectateurs de se donner l'envie et de donner l'envie autour d'eux de se faire vacciner. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Renaud Nadjahi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Président notamment du syndicat des pharmaciens des Yvelines. Merci. Suite de notre fil rouge de la semaine, retour sur les principaux faits de l'année 2017. Ce soir, c'est une spéciale rebondissement. Les mois de mai à août ont réservé leur lot de nouveautés en politique, mais aussi en sport. Récit des événements, Nicolas Dandry, Nicolas Kirillovitz et Léa Rege. Un véritable basculement dans la vie politique française. Emmanuel Macron devient le 7 mai 2017 président de la République, vainqueur avec son mouvement En Marche et avec la volonté de bousculer le clivage classique entre la droite et la gauche. Malgré une abstention record pour une présidentielle, il est élu avec 66% des suffrages face à Marine Le Pen. Une victoire retentissante jusqu'à Versailles avec les marcheurs yvelinois. Ce qu'a réalisé Emmanuel Macron, c'est justement de permettre aux Français de recroire en eux et de recroire dans cette belle dame qu'est la Ve République et d'aller à l'assaut pour une révolution démocratique. Versailles, théâtre diplomatique aussi en 2017. Le président le plus jeune de la Ve République a choisi le château pour recevoir le président russe Vladimir Poutine et tenter de relancer les relations franco-russes sur de nouvelles bases. Après la présidentielle, les élections législatives. Dans les Yvelines, les Républicains et le Parti socialiste ne résistent pas à la déferlante. Bastion de la droite depuis 1993, les Yvelines basculent en faveur des marcheurs. Ces néophytes de la politique raflent 11 sièges sur 12. Je pense que c'est aussi la confirmation que le projet que nous portons, le projet que nous avons co-construit avec les Français, est un projet qui finalement rassure les Français et qui veulent le voir au moins essayer pour les 5 ans qui viennent. Nous, on est clairement dans une période là où il faut refonder la gauche. C'est d'ailleurs ce que Benoît Hamon a commencé à dire et qui va faire dès le 1er juillet. Le milieu d'année est aussi marqué par des révolutions sportives. À plaisir, handballeurs et rugbyman entrent dans une nouvelle dimension. Les hommes de Victor Garriguet obtiennent enfin leur ticket en National 3 après avoir lutté 6 ans en pré-national. Donc je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble. De son côté, le 15 Plaisirois remonte en Fédéral 2, 3 ans après avoir quitté cette division. Le travail effectué toute la saison pour nous avec Frédéric Jardet et moi-même en équipe première, c'est le résultat d'un travail sur 2 années. Du combat, il y en a eu à Voisins-le-Bretonneux. La commune a failli basculer du côté obscur de la force. Rebelles et Jedi se sont opposés le temps d'un week-end au gymnase des Pyramides. Une convention Star Wars organisée par l'Académie des sabres laser vicinoises. On patrouille, on contrôle, on maintient l'ordre. On a trouvé des Jedi, des rebelles, on a fait quelques arrestations. Le côté obscur illuminé par les clubbers et les DJ au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Pendant une nuit, la piste de cyclisme sur piste s'est transformée en piste de danse. House électro-techno avec des relais aux platines entre plusieurs artistes. Ça sort un peu les gens de ce qu'ils peuvent voir dans les clubs, déjà. Et puis, je trouve que ça va dans la logique de la démocratisation de la techno, d'être dans des lieux aussi imposants.
Enfin, innovation sur les greens du golf national de Guyancourt. L'Open de France est entré en 2017 dans une nouvelle ère à 1 an de la Ryder Cup. Le groupe chinois HNA permet au tournoi de devenir l'une des compétitions les plus attractives en Europe, avec une notation de plus de 7 millions de dollars. Un pactole remporté par le Britannique Tommy Fleetwood. Après la fin d'année, une autre fête, l'Épiphanie, se déroule dimanche prochain avec la traditionnelle galette des rois. Rendez-vous incontournable des gourmands qui prend cette année des allures solidaires. À Voisin-le-Bretonneux, la boulangerie Olivier Roi d'Or vend ses galettes au profit du Secours populaire. Un sujet de Camille Lambert et Mickaël Elmidoro. Moulage, feuilletage et crème d'amande. La technique reste la même, mais cette année, le pâtissier a ajouté un ingrédient à sa recette, la solidarité. Dans cette boulangerie, les galettes des rois pour l'Épiphanie seront vendues au profit du Secours populaire. J'ai plein de clients qui font des actions caritatives à Voisin-le-Bretonneux, à Manille-les-Hameaux, à Guyancourt, à Montigny. Et donc là, l'occasion m'a été donnée d'apporter ma pierre à l'édifice avec des fèves à l'effigie du Secours populaire pour pouvoir faire des dons au Secours populaire pour aider les gens. Pour chaque galette achetée, 1 € sera reversé à l'association. C'est la première fois que l'artisan boulanger participe à cette opération. Son objectif est déjà bien établi. Il y aura la remise d'un chèque officiel à la fin de l'opération, sachant que je me suis engagé à ce que je ne leur verse pas moins de 1 000 €. C'est comme d'habitude, ce sont des galettes à la crème d'amande, des galettes aux pommes, des galettes bordelaises, des galettes chocolat. Voilà, un classique. 5 fèves différentes sont cachées dans les galettes. Chacune d'elles représente une action du Secours populaire. Dans les Yvelines, 3 boulangeries participent à la galette solidaire jusqu'au 31 janvier. Au total, l'opération permettrait de récolter près de 100 000 €. Et la voix de ce sujet était signée Aurélie Ronze. Dimanche soir, c'était le réveillon de la Saint-Sylvestre, l'un des repas les plus caloriques de l'année avec celui de Noël. Viennent s'ajouter à ça, vous l'avez vu dans le sujet précédent, la galette des rois en janvier. Et dès le début de l'année, la détox, autrement dit des régimes pour nettoyer l'organisme, sont en vogue. Et pour en parler de ce phénomène, le spécialiste détox, c'est Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV 78. Comment fait-on, Mickaël, pour détoxifier son corps après les excès des fêtes? Alors l'idée de la détox est simple, notre corps ne serait plus capable de gérer les déchets qui se seraient accumulés dans notre corps avec une alimentation considérée comme trop polluante. Selon les statistiques, un Français prendrait en moyenne entre 2 et 3 kilos pendant les fêtes. Je vous rassure Grégory, ça peut être beaucoup plus pour certains. Pour nettoyer son corps, il faut donc bannir les poissons comme le saumon, l'incontournable foie gras, les repas à base de viande ou encore les boissons alcoolisées et se concentrer plutôt sur des légumes, comme nous l'explique la coach sportive et diététicienne Leslie Levrard. On l'écoute. Dans les légumes, on a des fibres et que les fibres, justement, ont pour vertu d'accélérer le système digestif et en plus, c'est satiétant. Parce que les fibres avec l'eau prennent du volume dans l'estomac et on est plus vite rassasié et on arrivera à tenir jusqu'à la fin de la journée pour prendre un autre repas sans fringales. C'est quand même ce qu'on vise juste après les fêtes. Manger des légumes, c'est bien, mais il faut aussi qu'une fois cuisinés, ils nous donnent envie de les déguster dans l'assiette. C'est le conseil de Leslie Levrard. Objectif, tenir sur la longueur. Grégory, la diététicienne, nous a préparé le plat idéal pour récupérer après les fêtes. Un riz blanc au jasmin, aux lentilles tagliatelles, gingembre, champignons noirs, piment vert et carottes. Très élaboré. Très élaboré, effectivement. Tout cela associé à du lait de coco. Un plat équilibré et détoxifiant qui se prépare en seulement 15 minutes. Rapide, facile, parce que là, ce que je fais, clairement, vous avez vu, c'est facile. Et puis, donc les carottes, elles vont apporter la couleur la plus sympa du plat, en opposition avec le riz blanc et les lentilles marron. Et puis, elles vont réveiller le blanc du lait de coco, qui va servir pour cuisiner les lentilles. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Et combien de temps on doit s'imposer ce régime, Mickaël? Alors, pour qu'une détox fonctionne bien, il faut tenir au minimum 2 semaines selon les conseils des diététiciens. Mais il n'est pas interdit de continuer après
la fin janvier. Merci Mickaël, on va tâcher de s'y mettre dès ce soir à ce régime détox. Merci beaucoup. Et puis ce sont toujours les vacances, dernier sujet de ce journal. Les contes de Noël ont pris leur quartier au Petit Moulin des Vaux-de-Cernay. Histoire autour des galettes et petits pots de beurre par la conteuse Caroline Gilly. Embarquement pour ce voyage féerique avec Camille Lambert et Nicolas Dandry. Ils lui ont donné une grosse galette, bien dorée, bien croustillante. Ils lui ont dit, comme ça, si t'as un petit creux au milieu de la forêt, tu pourras toujours te régaler en pensant à nous. C'est l'histoire d'un joueur de violon parti au village. Pour rentrer chez lui, il doit passer par une forêt, un bois où rôdent des animaux inquiétants. Il avançait. Maintenant, il en était sûr, il entendait des bruits de branches cassées derrière lui, de bruits de feuilles froissées. Je raconte les grandes questions universelles et intemporelles. Donc les peurs, les joies, les surprises, les impatiences. C'est la vie de tous les jours. C'est la vie des hommes depuis des milliers d'années finalement. On compte depuis toujours. Au fur et à mesure des pas et des mots, en fait, on apprend quantité de choses. Voilà, les contes aident à grandir, à sourire. Voilà, on apprend. Un voyage à travers différentes histoires, drôles ou poétiques. La féerie de Noël opère chez les petits comme chez les plus grands. J'ai aimé parce que c'était intéressant de savoir. J'ai appris plein de choses. J'ai appris des choses. C'était drôle et tout. Lorsque on parle du loup, justement, à cet âge-là, ils ont souvent un petit peu cette crainte du loup et le fait qu'on désacralise un petit peu le loup, ça permet de rendre cette peur un petit peu moins présente. Les enfants dès 4 ans sont attendus pour venir rêver au Petit Moulin des Vaux-de-Cernay. Réservation obligatoire pour embarquer avec Caroline dans son monde enchanté. C'était un loup qui aimait la musique. La 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 la. Et la dernière séance pour ces contes de Noël, c'est ce vendredi 5 janvier à 14h30. Voilà, c'est la fin de ce journal. Reportage et replay à retrouver comme d'habitude sur notre site internet et notre application mobile TV78. Bonne soirée à tous.